Je vais demander aux personnes qui sont présentes si vous m'entendez bien et si vous voyez bien le support. Vous avez un chat à votre disposition, hein, vous pouvez m'écrire un petit message pour me dire si c'est OK. OK, merci beaucoup. Bah, écoutez, on va pas trop tarder plus, hein, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde, oui, en effet. Bah, écoutez, donc aujourd'hui, je vous propose qu'on analyse ensemble le sujet des comités de projet, hein, qui viennent d'arriver, enfin, ça fait déjà quelques mois dans le paysage des énergies renouvelables. Et la question que je voulais qu'on se pose ensemble, c'est de savoir si, s'il faut le vivre uniquement comme une contrainte ou si ça ne peut pas être aussi une opportunité pour le développement des projets ENR. Donc, en fin de compte, c'est de se dire ce que l'on vit en contrainte pour les projets, donc tout ce qu'on appelle l'acceptabilité, est-ce qu'en fin de compte, on ne peut pas tourner ça en termes de désirabilité, et puis après des choses beaucoup plus pragmatiques, hein, de savoir c'est quoi les objectifs d'un comité de projet, et puis comment on peut réussir son comité de projet. Mais avant de commencer, je souhaiterais que vous puissiez répondre par chat là, rapidement à ces trois questions, enfin, ou à une ou aux des trois, que je sache à peu près qui est dans l'audience là pour que je précise un peu plus mes propos. Donc, la question numéro un, c'est quel est le projet sur lequel vous travaillez? Est-ce que vous êtes tous dans les énergies renouvelables? Est-ce qu'il y a d'autres, de temps en temps, il y a des personnes qui viennent voir, qui ne sont pas dans les énergies renouvelables, mais qui viennent euh, se- s'informer de ce qui se passe en termes d'acceptabilité. Quel est l'état d'avancement de votre projet, hein? Est-ce que vous en êtes aux études de faisabilité ou au contraire, le projet il est déjà bloqué depuis un an? Et puis, quel est son niveau de priorité? Est-ce que vous avez des besoins urgents ou des besoins qui vont plutôt s'étaler sur des semaines, voire des mois? Et l'objectif, en fait, c'est aussi, donc là, je vais vous donner des informations, bien évidemment, qui, je l'espère, vous suffiront pour vous aider. Mais si jamais tel n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez un petit bouton en haut, là, cliquez ici, et ça vous, comme vous êtes inscrit, ben, ça vous donne droit à un rendez-vous qu'on a ensemble de 30 minutes, hein, par visio ou par téléphone. Moi, je suis tenu à la confidentialité, donc ça nous permet en 30 minutes, si vous avez des questions très très précises, hein, que vous ne pourrez pas poser aujourd'hui parce que c'est des questions trop précises sur votre projet, ben, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous et puis vous me les posez et puis on voit comment je peux vous aider. Alors, il y a des personnes qui commencent à répondre. Jean, donc parc photovoltaïque, ok, études en cours et contacte les élus établis, ok. Ok, ben n'hésitez pas, les autres personnes, hein, j'ai besoin, parce que j'ai vu que vous étiez quand même assez nombreux, hein, donc n'hésitez pas à poser. Enfin, voilà, il y a 34 personnes, donc sur les 34, je pense qu'il doit bien y avoir vous êtes bien quelques-uns, quelques-unes, à avoir des choses un peu précises. Donc déjà de savoir simplement, hein, comme l'a fait Jean, de dire quel type de projet, quel est votre type de projet? Est-ce qu'on est vraiment plutôt sur du photovoltaïque ou de l'éolien? S'il y a d'autres activités, n'hésitez pas. Parc photovoltaïque, ok, ça c'est Jean. Projet agrivoltaïque, ok. Projet éolien, d'accord, ok, très bien. Bon, ok. N'hésitez pas, hein, pendant que je vais commencer, là, on va pas trop, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais n'hésitez pas à donner des informations et puis à poser des questions aussi, hein. On est là aussi pour ça. Donc, pour commencer, ben, je vais vous donner quelques généralités
sur le sujet de l'acceptabilité, parce qu'en fin de compte, hein, si ces comités de projet ont été mis en place, c'est bien aussi pour pallier de temps en temps ce point délicat dans les projets. Alors, je vais vous donner trois types de points de repère. Alors, ces points de repère, d'où ils viennent? En fin de compte, ils viennent déjà de mon expérience, hein, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans comme directeur de recherche sur les interfaces entre l'environnement et la société. J'ai complété ça quand j'ai créé la société Acceptable Avenir par de la recherche-développement avec des sociologues de Toulouse et avec l'aide de l'ADEME. Et puis, je regarde aussi beaucoup ce qui se passe du côté du Québec, parce que du côté du Québec, il y a une culture de l'acceptabilité qui est vraiment très, très importante. Et même, il y a obligation pour certains projets d'obtenir l'acceptabilité pour qu'ils soient reçus. Donc, merci à Solène et Laurine là, qui donnent des informations sur leur projet. Alors, ces trois points de repère, quels sont-ils? En fin de compte, il faut partir du principe que on parle toujours, enfin moi je parle toujours d'un binôme projet-territoire, hein. C'est vraiment les interactions entre le projet et le territoire qui vont faire qu'on va sortir sur une acceptabilité ou un rejet du projet. Alors, je marque 50-50. Nous ne sommes pas dans les sens exacts, ce qui veut dire que c'est peut-être 40-60 ou 30-70, hein, mais l'idée, c'est de se dire que ce n'est pas 100% de la responsabilité du territoire ou 100% de la responsabilité du projet. C'est bien un binôme qui doit trouver son juste milieu, qui doit trouver son équilibre. L'autre point de repère, c'est le un tiers, deux tiers. Alors, un tiers, c'est la pointe émergée de l'iceberg, en fin de compte, hein. C'est ce sur quoi tous les développeurs travaillent, c'est-à-dire la réglementation, l'aspect technique, l'aspect économique, financier. Ce sur quoi on développe un projet. Mais il faut savoir qu'en termes d'acceptabilité ou d'acceptation locale, en tous les cas, ça ne représente qu'un tiers du chemin. Et les deux autres tiers, quoi? C'est les deux autres tiers, c'est la réponse ce que les anglo-saxons appellent les trois J, hein, c'est la justice dont les personnes vont se sentir, euh, le public va se sentir respecté ou pas, hein. Donc il y a la justice procédurale, donc comment la décision va être prise. Donc ça, c'est des éléments importants. La justice distributive, ça veut dire est-ce que ce projet va répartir équitablement les problèmes ou les avantages du projet. Et puis la justice interactionnelle, c'est l'accès à l'information. Donc ça, c'est vraiment des éléments très importants parce que ça permet vraiment de comprendre que même si on travaille super bien son projet, et j'ai aucun doute que les développeurs qui sont dans la salle travaillent bien leur projet d'un point de vue technique, économique, réglementaire, au maximum, vous avez fait 33% du chemin et qu'il faut que vous travaillez sur les autres dimensions. Mais je sais notamment des gens qui sont dans l'éolien, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui se déclarent comme tels, il y a vraiment cette dimension qui est très très importante. Alors en fin de compte, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez avoir un projet qui ne va pas forcément beaucoup évoluer d'un point de vue technique, économique, réglementaire, et puis qui peut-être aura des progrès à faire sur la partie des 3J, et qui vous permettra donc d'obtenir le projet, grosso modo, qui est celui que vous pensiez à l'origine. Le dernier point de repère, c'est 20-80, c'est-à-dire que si quand vous descendez sur le territoire, hein, j'utilise le terme à bon escient, vous allez rencontrer des gens. Alors, les projets d'énergie renouvelable, malgré tout, sont rarement accueillis à bras ouverts. Enfin, en tous les cas, je pense que si vous êtes là, vous avez cette conscience. Et il faut savoir, mais ça, que les personnes que vous rencontrez, c'est les personnes motivées. Alors qu'elles soient motivées positivement ou négativement, c'est-à-dire que vous avez plutôt des gens favorables ou les opposants, mais vous n'avez pas les 80%, bon, là encore, ce ne sont pas des sciences exactes, les 80% que vous ne voyez jamais, mais qui sont les pourcentages qui vont faire l'acceptation locale. Parce qu'un élu, lui, il sait écouter sa population et il sait si les 80%, ils bougent ou ils ne bougent pas, quoi, voilà. Donc ça, et comité de projet, hein, on commence à rentrer dans le vif du sujet, parce que le comité de projet, c'est avant tout les élus, mais bien sûr, les élus vont écouter ce qui se passe sur le territoire. Voilà. Donc, ces trois points de repère que vous devez probablement
connaître si vous êtes des développeurs et des gens de terrain, mais qui méritent d'être rappelés, je trouve, à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire qu'en fin de compte, notamment le premier point qui est de dire on est dans un binôme projet-territoire et qu'on n'est pas, on est un tiers de causalité que le projet se passe bien ou pas par les dimensions techniques, économiques et réglementaires, et que les deux autres tiers, c'est la relation sociale. Et ben, une des premières choses qui peut être faite et qui, en fin de compte, ne perturbe pas trop le développement du projet, hein, qui ne rajoute pas des couches d'information ou beaucoup de travail, c'est d'avoir, avant les démarches territoriales, avant que vous ne descendiez sur le territoire, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est de, comme vous faites toujours de l'optimisation, hein, vous cherchez toujours déjà à faire en sorte que le projet soit le projet entre guillemets, le plus faisable d'un point de vue technique et réglementaire et puis le plus rentable, vous faites cette optimisation, d'y rajouter dans votre optimisation cette dimension sociétale. Voilà, ça c'est déjà une première démarche qui va vous permettre d'éviter bien des déboires. Et puis, quand vous décidez d'aller sur le territoire, pendant les démarches territoriales, c'est de rentrer en dialogue avec le territoire. Donc, bien sûr, il faut dimensionner ce dialogue, mais en tous les cas, il faut dialoguer avec le territoire. Je vous donne une information que j'ai eue il n'y a pas très longtemps lors d'une conférence qui avait été organisée par la région Occitanie sur l'avenir de l'éolien en Occitanie, puisque la région a envie d'aider cette filière qui a l'air de s'épuiser un peu, j'ose pas dire s'essouffler en Occitanie. Donc on a eu la chance d'avoir le directeur adjoint de Réal d'Occitanie. Donc je l'ai un petit peu titillé en lui posant la question de savoir s'il n'y avait pas trop de contraintes réglementaires qui ralentissaient justement les développements des énergies renouvelables, puisqu'on parlait des fameuses zones d'accélération, pas d'accélération. Et lui, il m'a répondu à moi, puis bien sûr aux autres personnes qui étaient dans la salle, notamment les développeurs. Il y avait France Énergie, et qui était de dire, en fin de compte, c'est pas tant la réglementation, mais ça peut être l'instruction, dans le sens qu'il peut y avoir des interprétations de la réglementation à l'instruction. Bon, ça, vous le savez toutes et tous. Et il me disait qu'en fin de compte, les services avaient une façon d'instruire qui variait en fonction de ce qu'ils entendaient, de la façon dont le projet dialoguait avec le territoire. En disant très clairement que les projets qui mettent en place un dialogue de qualité avec le territoire, les services instructeurs, ils ont peut-être une instruction qui est peut-être plus souple, on va dire, hein. Ils font respecter la loi, bien évidemment, mais vous savez comme moi qu'il y a tellement de contraintes qu'il y a il peut même y avoir des réglementations qui s'opposent. Donc l'interprétation est quand même importante, hein. Donc on le sait tous. Et l'instruction, bien évidemment, va être facilitée. S'ils sentent que ça se passe bien, ils vont peut-être regarder plus facilement la souplesse de l'instruction plutôt que de s'attarder sur des points qui pourraient être sujets à discussion. Alors l'idée c'est quand vous faites votre projet, alors quel que soit son état de développement, hein, parce que ça peut être très en amont, mais ça peut être aussi, si le projet est bloqué, c'est important de connaître trois dimensions. La première, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'acceptabilité. Est-ce que mon projet a un bon potentiel d'acceptabilité ou pas? Donc on est bien d'accord, hein, au-delà des dimensions techniques, économiques et réglementaires. Quelle est la sensibilité de mon territoire, et puis d'analyser les deux en se donnant les possibilités d'évaluer un risque de contestation. Et puis l'avantage de calculer un risque de contestation, alors quand je dis calculer, hein, je le répète, on n'est pas dans les sens exacts, mais ça permet d'avoir des ordres de grandeur. Ça permet déjà de tout de suite se dire quel est le type de dialogue que je vais avoir sur le territoire. Bon, l'information n'est pas un dialogue, mais enfin, quand le risque est 0,0, on peut faire que de l'information. Bon, c'est de plus en plus rare, mais ça existe quand même. Et après, on peut hiérarchiser son implication sur le territoire en fonction des résultats de ce risque. Et l'avantage de faire cette démarche d'analyse de risque, ça permet aussi d'identifier quels sont les éléments du projet et les éléments du territoire
qu'il va falloir prendre en compte. Alors le projet, quand vous faites votre travail d'optimisation, vous pouvez les faire évoluer. La sensibilité du territoire, ben, il y a aussi des points sur lesquels on peut s'appuyer et des points sur lesquels on peut ne pas s'appuyer. Donc là, je vous ai montré, nous, ce qu'on fait, hein. On montre, quand on fait la sensibilité sociétale, on va analyser le risque de pression sur la gouvernance locale. C'est-à-dire, on regarde les conseils municipaux s'ils peuvent résister à la pression après qu'ils aient pris une décision. Hein, parce que le nombre de fois où des développeurs me disent on a rencontré les élus, ils étaient avec nous, puis après ils sont contre nous. Hein, c'est assez fréquent. Voilà. Donc, pensez à ce type d'analyse de risque, hein, qui vous permet très rapidement d'avoir une information qualitative, certes, ou semi-quantitative, mais qui vous permet de bien vous organiser. Alors, pourquoi je mets dans la réflexion sur les comités de projet? Parce qu'en fin de compte, un comité de projet, posé tout seul comme ça, comme le veut la réglementation avant le dépôt du dossier, ça peut être, entre guillemets, à risque si vous n'avez pas ces informations préalables pour savoir à quoi vous devez vous attendre, quoi. Voilà. Alors, le comité de projet, ben, vous le savez comme moi, hein, c'est un décret qui l'a mis en place, hein, dans le cadre de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Et il est écrit que l'objectif principal est d'encourager le dialogue sur la faisabilité des conditions d'intégration du projet dans son territoire. Donc, on est bien sur une prise en compte par la réglementation de cette mise en harmonie du projet avec du territoire avec le projet ou du projet avec le territoire. Et ils ont mis bien sûr un peu de contraintes, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et il y a une obligation de tenir compte des observations émises durant cette phase de concertation, notamment sur l'impact territorial, environnemental et social. Voilà. Ce que je vous ai fait, ce petit schéma là en bas, pour vous montrer que si vous avez fait une analyse de risque préalable, ça vous permet de savoir dans quelle situation vous êtes, et ça vous permet de bien vous préparer, parce que si vous êtes dans un risque élevé et qu'il faudrait plutôt partir sur de la co-construction que de la consultation, ben, d'avoir une seule réunion du comité de projet, c'est peut-être risqué. Voilà. Donc, ce qui veut dire de se préparer correctement pour son comité de projet. Vous savez que vous avez votre comité de projet, vous savez que vous êtes dans une zone à risque, vous savez que peut-être il y a un dialogue important à faire, donc ça veut dire que dans votre comité de projet, vous y allez avec un état d'esprit qui est de, si jamais vous sentez que ça se tend, eh ben vous ouvrez la porte en disant, bah, écoutez, on va se revoir, on va prendre en compte ce que vous nous avez dit, on va y répondre, et puis on va se revoir, parce qu'on voit bien qu'il y a encore des sujets à débattre. Voilà. Donc ça vous permet de vous éviter dans des situations, de vous retrouver dans des situations où vous avez une tension qui monte pendant la réunion. Alors, voilà, l'idée, en fait, l'idée principale que je voulais vous donner aujourd'hui, en fin de compte, c'est celle-là, c'est de bien vous préparer, d'anticiper. Alors, vous ne savez pas ce qui va se passer pendant le comité de projet, mais vous pouvez anticiper les différentes situations. Si tout se passe bien, ben, tout se passe bien, on ne va pas la peine d'épiloguer. En revanche, si vous êtes dans une situation où vous pensez que ça peut se tendre, alors soit par la collectivité, soit par les communes à côté, soit par d'autres acteurs, ben vous êtes prêts, et vous êtes prêts à faire comme je l'ai dit précédemment. Ben, écoutez, on va remettre en place un comité de projet, ou éventuellement, si vous sentez que c'est vraiment très tendu, vous dites, bah, écoutez, ça serait peut-être, si vous ne l'avez pas préparé, bien sûr, hein, si vous l'avez préparé, c'est mieux, mais de dire, on pourrait mettre en place une concertation, voire une co-construction, pour essayer donc de diminuer la pression. Alors c'est vrai qu'en principe, il vaut mieux quand même avoir la conscience de la nécessité d'une consultation, d'une concertation, d'une co-construction avant le comité de projet, mais pour ceux qui vont dans un comité de projet sans avoir ces informations, bah, préparez-vous à ouvrir des portes de secours. Alors pourquoi je dis ça? En fait, c'est que ça, je vous montre par exemple un dispositif de co-construction, on a pris l'habitude de faire ça, et on le fait depuis bien longtemps, bien avant que les comités de projet existent, et qu'on s'était aperçu qu'il fallait travailler à deux échelles, hein. Bon, je pense que tout le monde le fait à peu près comme ça maintenant, c'est-à-dire une discussion avec les parties prenantes principales, mais pas une discussion en porte-à-porte, hein, c'est-à-dire tout le monde en même temps.
parce que ça, c'est très, on gagne beaucoup de temps en faisant ça. Ça peut paraître un peu risqué, mais on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, on assagit pas mal les situations. De préparer des rencontres publiques. Alors, nous, on ne fait plus de réunions publiques au début, hein, on les fait éventuellement à la phase de restitution si on a besoin. Et donc, vous voyez, j'ai marqué comité. Donc, nous, on appelait ça comité de dialogue, mais ça peut être un comité de dialogue au début. Et puis, au fur et à mesure que la concertation avance, ça peut se transformer en comité de projet. Donc, c'est-à-dire de la souplesse, s'appuyer sur le réglementaire, mais garder de la souplesse. C'est-à-dire ce réglementaire que l'on, qui vient avec les comités de projet, ça peut servir de point d'appui. Alors, l'inconvénient du comité de projet, c'est que c'est un caractère réglementaire qui peut masquer les difficultés. Ça veut dire vous êtes obligé de le faire, donc vous le faites, mais vous n'avez pas forcément pris conscience des problématiques auxquelles le territoire peut être sujet. Mais les avantages, c'est que ça peut permettre d'ouvrir le dialogue avec les communes qui refusent, hein, parce qu'il y a souvent des communes qui refusent le dialogue. Si vous avez un comité de projet, donc là vraiment on est dans les mauvaises situations, mais bon, elles existent. Et ben là vous appuyez là-dessus. Et c'est vrai que les maires refusent difficilement hein, de participer à un comité de projet parce qu'ils savent que c'est réglementaire, donc ils peuvent difficilement refuser. Voilà. Donc ça devient une condition nécessaire, mais qui peut s'avérer ne pas être suffisante. Hein. Je vous ai montré les cas précédemment de savoir s'il y a besoin de faire plus ou de faire plus. Moins, c'est rare de faire plus en termes de dialogue. Mais le comité de projet, ça peut être une opportunité pour engager le dialogue. Si vous avez eu du mal à approcher les communes ou certaines communes ou certains acteurs, là, vous les invitez, c'est réglementaire, en principe, ils viennent, et ça vous permet déjà d'avoir une porte d'entrée si vous ne l'aviez pas précédemment. Donc, il me semble, c'est pour ça que je voulais faire ce webinaire, qu'à première lecture, on se dit, bon, encore un truc de plus, ça va encore nous ralentir. Et puis, en fin de compte, je m'aperçois, puisqu'on aide certains développeurs à organiser, à animer leur comité de projet, que c'est vraiment, en fin de compte, la réglementation, pour le coup, elle aide. Hein, il faut savoir s'en servir. Il ne faut pas uniquement respecter à la lettre, parce que, à mon avis, si vous faites que ça, ça peut devenir un problème. Mais si vous l'utilisez bien, ça peut vraiment devenir un point d'appui très fort pour le développement de vos projets. Alors bien sûr, là aujourd'hui, j'ai ciblé sur les comités de projet, mais bien évidemment, hein, vous avez vu qu'il y a tout un environnement qui permet de positionner le comité de projet dans les fameux 3J hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, dans le dialogue avec le territoire, avec des actions qui peuvent se faire bien au-delà de 5 comités de projet. Mais voilà, si vous êtes au minimum, vous n'avez qu'un comité de projet comme type de dialogue, ne le ratez pas, hein, parce que là, vous avez une vraie occasion de faire quelque chose qui va permettre d'avoir une relation de qualité avec une partie du territoire, parce que dans le comité de projet, il y a le minimum aussi, hein, la composition minimum, mais vous pouvez ouvrir, c'est pas interdit. Mais enfin, voilà, si vous êtes dans ces situations-là, ne ratez pas votre comité de projet. Et si vous êtes dans des situations où vous êtes des entreprises qui organisent le dialogue, positionnez votre comité de projet dans la stratégie de dialogue hein, que vous devez mettre en place et l'analyse préalable de risque permet de bien structurer sa stratégie de dialogue et son plan d'action. Bon, voilà ce que je voulais vous dire en cette fin d'après-midi. Donc j'ai vu qu'il y a, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui se sont. Je vais revenir un peu en arrière. Ouais, voilà. Donc là, il y a Guillaume là qui nous écrit, voilà, qui nous narre une situation malheureusement assez fréquente. Hein, donc parc éolien. Donc au début, les élus favorables, proposition de la zone éolienne en zone d'accélération des énergies renouvelables. Donc c'est bien. Et après, alors soit les élus n'ont pas fait leur boulot de concertation, voilà. Ou correctement. Et après, les élus ont suivi la population, se sont retournés. Donc ça, c'est le cas classique, malheureusement. Et là, ce que j'ai toujours tendance à dire, moi, c'est que maintenant, sur le territoire, c'est vous qui
être motivé par le projet, donc ben, il faut que vous aidiez ceux qui peuvent vous aider ou ceux qui veulent vous aider à vous aider, hein. Il ne faut pas trop s'appuyer sur des parties prenantes qui ne sont pas forcément directement motivées par le projet, hein. Et souvent, les élus, si on s'appuie trop sur les élus, ben, on a des mauvaises surprises. Alors il faut, bien sûr, c'est délicat, hein, il faut arriver à travailler avec eux, mais pas s'appuyer trop. Alors c'est vrai que les analyses de risque dans lesquelles on fait l'analyse de la gouvernance locale, bah, ça nous permet aussi de savoir si on peut s'appuyer ou pas trop sur la collectivité. Mais ça, c'est votre quotidien, hein, donc il faut vraiment en être conscient, mais je pense que vous êtes tous conscients. Alors, ce que nous verrons le montage réglementaire des comités de projet, bah, le montage réglementaire, il y a la liste il y a la liste des parties prenantes que vous devez au minimum mettre dedans, hein. Bon, ça, c'est écrit dans le texte de loi. Mais en revanche, il n'y a pas de maxi, hein. Donc, vous pouvez vous constituer un comité de projet qui sera un peu plus élargi si vous avez conscience du fait que sur votre territoire, les choses peuvent être tendues. Alors bien évidemment, dans ces cas-là, ne pas mettre l'élu, le maire, la maire en porte-à-faux, hein, de bien prendre langue avant de savoir si, si vous pouvez le faire. Et si vous n'êtes pas certain et que vous avez du mal à prendre les contacts, ben, mettez en place quelque chose de plus préparatoire, hein, donc moins formel peut-être que vous pouvez bon, je l'appelle ça le comité de dialogue, mais vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça soit pas trop officiel tout de suite, pour créer une sorte de sas de décompression, hein, qui permet de préparer le comité de projet. Parce qu'en fin de compte, un comité de projet, la loi vous permet d'en poser un comme ça, là, et tout va bien. Mais bon, par définition, c'est le minimum du minimum, et vraiment, faites tout pour vérifier que vous n'avez pas besoin soit de préparer à l'amont, comme je viens de vous l'expliquer, soit quand vous y êtes, d'ouvrir les portes en grand en disant, bon, on va être obligé de se revoir, on aura besoin de discuter, voilà. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans cet état d'esprit. Alors, surtout, ben, il faut, je pense, faire ces analyses préalables qui vous permettent de bien dimensionner votre arrivée sur le territoire, de savoir, voilà. Après, le plan d'action, ça va très loin, hein. On est capable de vous dire le nombre de réunions qu'il faut faire avec qui, avant de monter le comité de projet ou de faire le comité de dialogue, les rencontres publiques, enfin voilà, tout l'arsenal que tout le monde connaît, mais qui doit être organisé et agencé maintenant aux petits oignons, hein, pour que ça fonctionne, hein. C'est du réglage de plus en plus fin. De savoir comment on va interagir avec toutes les parties prenantes du territoire, hein, parce que c'est ce qui va faire le succès du projet ou pas. Et je répète, hein, les services de l'État écoutent de plus en plus ce qui se passe sur le territoire, et qui font, bon, ils l'ont pas dit comme ça, je pense qu'ils n'ont pas le droit de le dire, mais je pense que des projets pour lesquels ça se passe bien, ils passent peut-être plus facilement au-dessus de la pile que les autres, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, donc je le répète, hein, si vous avez des besoins d'informations simples, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse, hein, qui s'affiche. Et puis, si vous avez besoin de parler d'un projet avec des dimensions bah, plus particulières, n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous. Là, vous avez accès à mon agenda, et vous réservez un créneau de 30 minutes, et on va en profondeur sur votre projet et sur vos questionnements. Pas de questions complémentaires, supplémentaires, pas de... Écoutez, si tel est le cas, bah, écoutez, bah, merci à toutes et à tous, hein. Donc n'hésitez pas, hein, vous me contactez si vous avez
vous avez besoin pour vous aider dans vos démarches. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir.